Bonjour à toutes et à tous, on va commencer dans une petite minute, 1 ou 2 minutes, le temps de s'installer. N'hésitez pas à rejoindre les places disponibles, on va pouvoir commencer dans quelques instants. Ça sera ce qu'on va voir dans le dos. Voilà. On va faire signe à la régie qu'on va commencer dans un instant et puis on va y aller. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, merci pour votre participation à cette conférence. À vous qui êtes présents dans cette salle de la Fédération bancaire française, merci à la Fédération bancaire française de nous accueillir. Et puis on salue également toutes celles et ceux, nombreuses et nombreux, qui vont suivre nos échanges et cette conférence sur la page LinkedIn de France Active. France Active qui a voulu organiser ce temps d'échange sur la précarité entrepreneuriale à l'occasion d'une augmentation de capital de sa société de garantie bancaire. L'Assemblée générale a eu lieu il y a quelques instants dans une salle à côté d'ici. Augmentation de capital qui, on va l'entendre, on le comprendra au long de nos échanges, va permettre à France Active, via donc France Active Garantie, de garantir encore plus de prêts pour des porteurs de projets qui éventuellement sortiront donc de la précarité. Ce moment important dans l'histoire de France Active va nous permettre de nous intéresser aux différentes formes de précarité entrepreneuriale, puisqu'on verra qu'il y a évidemment un sujet là qui recouvre énormément de réalités différentes. Et on va en entendre parler dans pas très longtemps. On évoquera évidemment les moyens de répondre à cette précarité. Et puis, on verra ça, même si c'est un peu contre-intuitif peut-être pour certains, l'idée que le secteur bancaire peut aussi, et peut-être doit, aider à la sortie de la précarité. C'est le rôle social du secteur bancaire. L'entrepreneuriat comme solution possible aux situations de précarité. Évidemment pas dans n'importe quelle condition. C'est le tableau qui va peu à peu se dessiner au fil de nos échanges cet après-midi. Je vais vous demander pour débuter cette conférence d'accueillir Maya Attig, qui est la directrice générale de la Fédération bancaire française. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. De nous avoir proposé de vous accueillir, ce que nous avons accepté avec grand plaisir. Et j'ai donc l'honneur de vous dire ici à quel point la maison des banques est heureuse d'être aujourd'hui la maison des partenaires des banques. France Active est l'un de nos partenaires les plus importants. On est dans notre auditorium. Alors moi j'aime bien le latin, bien les langues anciennes. Et l'auditorium, c'est un endroit où on s'écoute, c'est un endroit où on partage, où on parle d'expériences, de témoignages positifs, comme dans toutes les conférences, toutes les tables rondes. Et puis on parle aussi de sujets plus difficiles, et on le fait pour trouver ensemble des solutions plus efficaces. Donc c'est vraiment un endroit ici où on aime se réunir pour parler de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, de ce qu'on peut faire de plus, de mieux. C'est extrêmement encourageant pour nous tous. Alors, on partage... on a chacun des missions différentes. Hein. Les institutions qui sont ici ont des missions différentes, des missions complémentaires. Je vais donc dire quelques mots très brefs sur la mission des banques, leur métier qui est de collecter
de collecter et de gérer les dépôts des Français, tout simplement. On a 99,5% de la population en France qui détient un compte bancaire. Donc cette première inclusion bancaire, qui est la détention d'un compte, elle est quasiment atteinte à 100% en France. Elle est énorme. C'est beaucoup plus qu'en Europe, 95% en moyenne en Europe. Et si on parlait d'autres zones du monde, on serait dans certains pays à moins de 50%. En tout cas, on a cette inclusion par la détention d'un compte très forte. Et puis, il y a un autre élément du circuit bancaire qui est d'attribuer des crédits, d'attribuer des prêts, de prêter de façon responsable, à la fois pour les clients des banques qui ont déposé leur argent, puisqu'il s'agit bien de leur rendre, en termes de gestion des risques au global, et puis pour le client lui-même, on lui prête en fonction de ses capacités, des chances de réussite de son projet telles qu'on les identifie, et donc c'est du prêt responsable. Et en fait, on se rend bien compte, avec tous les enjeux d'inclusion et de nécessité pour beaucoup de personnes de créer leur propre emploi, d'idées et tout simplement d'innovation dans certains cas, qu'il faut repousser les limites standards. Et pour nous, repousser les limites de notre activité standard d'évaluation des risques, ça veut dire avoir des partenaires. Et donc, merci à tous de l'être ici, parce que c'est ce cadre partenarial qui nous permet de repousser ces limites, donc d'accroître le nombre de personnes qui peuvent être couvertes et de faire un accompagnement approprié pour justement maximiser les chances de succès. Alors au fond, on est tous là parce qu'on partage un objectif commun, la cohésion sociale et économique, qui passe par l'insertion du plus grand nombre. Donc voilà, tout simplement, merci à tous pour votre présence et votre engagement. Je remercie en particulier tous ceux et celles d'entre vous qui président une association, une entreprise, un fonds de cohésion, ceux qui dirigent des directions importantes pour nous. Donc merci, vous êtes très nombreux, je ne peux pas tous vous citer, mais merci beaucoup à tous, Monsieur de Menton, Monsieur Lemas, Madame Le Laurier. Et alors, j'en profite pour un message personnel qui n'était pas du tout prévu dans le timing et qui va rendre Anne Le Laurier extrêmement fâchée. Mais il faut savoir que ça a été ma première chef et que, oui, mon premier chef, c'est vrai, et que aujourd'hui, dans beaucoup de conférences, on interroge souvent les personnes se trouvant être du sexe féminin dans la salle sur qui les a inspirées, qui ceci, qui cela. Et alors, il n'y a absolument aucune chance pour que je me retrouve dans ce genre de conférence en même temps qu'Anne Le Laurier. Donc là, je me retrouve dans une conférence qui n'a rien à voir avec ce sujet de féminisation, et c'est pourquoi je profite de cette occasion, je fais du hacking pour remercier Anne Le Laurier d'avoir été cette chef qui accueille avec autant d'exigence les femmes que les hommes, qui donne énormément de considération aux personnes qu'elle forme, qui donne un exemple justement de femme tout comme un homme, qui fait son métier tout simplement et qui m'a enseigné que vraiment c'est la compétence qui fait le succès, qui fait la réussite. Et donc vraiment, je savais que j'aurais jamais une seule occasion de te le dire en public, et je le fais aujourd'hui, donc je vais me faire engueuler. Ce sera la première fois. Merci. Merci beaucoup, Maya Attic. Merci de nous accueillir. Merci pour ce mot aussi. Ça fait du bien à entendre. Et on vous retrouvera tout à l'heure pour l'échange lors de notre table ronde. Je vais vous présenter mes deux voisines, les deux premières intervenantes autour de cette table aujourd'hui. Audrey Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune entrepreneur. Vous allez nous partager votre expérience dans quelques minutes. Il y a beaucoup à apprendre de ce que vous allez nous dire. Il me semble qu'on n'a pas le temps pour tout couvrir, mais... on essaiera quand même d'explorer le plus possible de thématiques. Et puis à côté de vous, Stéphanie Renaud, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes vous aussi un peu ici chez vous, à la Fédération bancaire française. Vous êtes en charge du marché professionnel à la Fédération nationale du crédit agricole. Et vous êtes également administratrice de France Active Garantie, dont on a dit tout à l'heure donc que l'augmentation de capital, ça y est, était actée. Plus 12,5 millions d'euros, c'est ça, dans le capital de FAG, France Active Garantie. À quoi vont servir ces 12,5 millions d'euros et comment est-ce que vous allez aider les banques à aider mieux et à aider plus ? Alors en fait, je vais commencer par rebondir sur le dernier propos de Maya. C'est la compétence qui fait la réussite.
et c'est la compétence et l'utilité. Et en fait, cette augmentation de capital, c'est la rançon de l'utilité de FAG. FAG n'aurait pas eu besoin d'augmenter son capital si ça ne marchait pas. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a une croissance de l'activité de France Active Garantie qui est la rançon de son succès et de son utilité pour l'ensemble des entrepreneurs. Et nous, banques, que je représente, alors aujourd'hui le Crédit Agricole, mais je me permettrai de parler pour l'ensemble de mes confrères, on ne peut accompagner ces porteurs de projets qu'avec des partenaires, c'est ce que disait Maya également, dans un écosystème territorial, très local. Tout ceci nous parle, nous particulièrement, puisque nous sommes organisés régionalement dans tous les territoires. Et pour mieux accompagner, mieux détecter ce sujet de la détection des porteurs de projets et comment on les accompagne, ne peut se faire qu'avec des partenaires. France Active a démontré par le passé son utilité. Et encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire avec cette augmentation de capital, mais c'est France Active et l'ensemble de son conseil d'administration et la trentaine d'associations territoriales qui maillent la France, qui vont œuvrer pour aller encore plus loin dans l'exercice des missions premières. Il y a quelques temps, quelques semaines, nous rendions hommage au fondateur de France Active Garantie, Claude Alfandéry, qui a montré la voie de cet entrepreneuriat social. Et nous sommes tous là pour œuvrer au quotidien à accompagner la réussite finalement des porteurs de projets comme Audrey qui est à mes côtés. Vous faites une transition rêvée pour lui poser quelques questions à Audrey Denis. Merci beaucoup Stéphanie Renaud. Il faut indiquer quand même que la plupart des banques importantes de la place sont au capital. On y est tous. Alors j'allais dire de France Active Garantie. Toutes les banques qui comptent auprès des professionnels et des entreprises, que les banques soient mutualistes ou dites nationales, on est tous là et encore une fois, chacun joue son rôle. Et il n'y a pas alors il y aura peut-être de la concurrence parce que on va peut-être se battre pour choper tel et tel projet, mais dans des histoires comme celle-là, chacun joue son rôle. C'est aussi une histoire de rencontre et de relations entre un porteur de projet, un créateur d'entreprise et un conseiller dans nos réseaux bancaires. Donc tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Et j'insisterai peut-être sur un dernier point qui est, je crois, en tant qu'administratrice de FAG, au cœur de la stratégie de cet organisme, qui est d'accompagner les porteurs de projets partout, y compris dans les endroits les plus isolés. On parle des quartiers prioritaires de la ville, des zones de revitalisation rurale notamment, donc les quartiers dits prioritaires. Et on a tous notre rôle à jouer. Et nous, les banques, mais pas que, évidemment, les associations territoriales de France Active et tout l'écosystème, les chambres de métiers, les chambres de commerce et tous ceux qui œuvrent pour la création ou la reprise d'entreprise. Merci beaucoup. On va partir maintenant au pied du massif du Pilat avec Audrey Denis. Vous avez repris il y a maintenant 3 ans, c'était en 2021, un café-théâtre, l'imprimerie café-théâtre à Rive-de-Gier. Alors on est dans la Loire. Et vous êtes installé justement dans un quartier QPV, quartier prioritaire politique de la ville. Avant peut-être de nous apporter peut-être une vision de ce que vous faites très précisément au sein de ce café-théâtre, parlez-nous de vous et de votre parcours. Audrey, vous avez fait une école de commerce et puis en 2020, peut-être y a-t-il un rapport avec le Covid, vous allez nous dire, envie de quitter Paris, envie d'autres attaches peut-être, et puis aussi envie d'entreprendre. Tout ça, c'est un peu cumulé. Et donc vous avez fait le grand saut pour vous lancer en tant qu'entrepreneur. Tout à fait, vous avez très bien résumé la situation. J'ai donc été dans le cursus plutôt classique d'école de commerce avec des stages dans des grosses boîtes pour essayer d'accumuler un maximum d'expérience, faire du réseau, etc. Et évidemment, le Covid, mais plein d'autres choix personnels ou de constatations plus générales m'ont donné, j'avais déjà l'idée qui trottait dans la tête depuis un moment, mais l'envie d'entreprendre était là. Le Covid a aidé parce que je travaillais dans la programmation artistique dans des musées parisiens et que on était payé à rester chez nous. Donc ça laisse le temps de monter des projets et de donner les moyens et le temps à ses ambitions.
Et voilà, donc c'est passé en appel d'offres, c'est en délégation de service public avec la ville de Rive-de-Gier. Et j'ai été sélectionnée pour récupérer cette gestion depuis septembre 2021. Donc là, on finit la 3e saison de ce café-théâtre. C'est vrai que le côté délégation de service public est idéal pour une première expérience entrepreneuriale parce que... Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Exactement. Alors, il y a quand même eu évidemment un prêt, sinon je ne serais pas là, tout à fait. Mais c'est vrai que c'était moins lourd. On est accompagné par différents niveaux d'institutions et donc c'est quand même... plus facile, plus encourageant. On va voir tout au long de cette table ronde et de ces échanges qu'il y a plusieurs types de précarité, évidemment. Quels étaient les types de précarité qui concernaient votre projet? Peut-être qui concernent toujours votre projet. Comment est-ce que vous définiriez vos zones de fragilité en réalité? Alors, ça rejoint un peu à la question qui n'était pas prévue, mais ça fait 3 fois qu'on en parle. Déjà, le fait d'être une femme jeune, parce que j'avais moins de 30 ans lorsque j'ai créé la structure. Parfois, alors est-ce que c'est en lien avec le territoire ou pas, je ne sais pas, mais selon peut-être certaines personnes qu'on croise, parfois on sent un frein, un petit manque de considération, etc. Donc on a un peu le sentiment de devoir davantage faire nos preuves. Mais bon, ça, j'imagine que tristement, je ne vous apprends rien. Après, évidemment, là, avec la délégation de service public et en plus dans la culture, j'ai réalisé que tout était très politique. J'étais souvent un petit peu dépendante des politiques territoriales, des institutions en place, etc. Donc, c'est là aussi où l'importance de France Active Loire, en l'occurrence, dans mon cas, est importante parce que c'est justement après des liens, alors on ne va pas parler de lobby à ce niveau-là, mais en tout cas des connexions, des idées, des choses qui vont vous amener après à avoir de bonnes rencontres. Et en parlant de connexion, c'est votre conseiller bancaire. Alors je crois que vous, c'est le Crédit Coopératif qui vous suit, qui vous a parlé donc de France Active. Vous aviez quand même besoin, même si on a dit que la DSP, c'était pas forcément beaucoup d'investissement, vous aviez besoin de quelques dizaines de milliers d'euros pour du matériel scénique. Votre banquier vous a orienté vers France Active. Racontez-nous comment ça s'est passé ensuite. Alors, j'en ai entendu parler même par 2 biais différents. Moi, je me suis rapprochée de l'ESS parce que je savais que je voulais créer ma structure. Donc, je suis en SASU, mais dans l'économie sociale et solidaire. Et via la métropole de Saint-Étienne, j'ai été déjà dirigée vers France Active. Et ensuite, en effet, mon conseiller bancaire Crédit Coopératif qui m'a relancé en me disant « Mais allez les voir, ils sont bien, vous allez voir. » Vous ne pouviez pas les louper, quoi. Je ne pouvais pas les louper. Et il est vrai que je pense que sans eux, mon prêt n'aurait... Je ne sais pas s'il serait passé en tout cas, mais ils ont garanti le prêt et c'est quand même 60 000 euros de matériel scénique. Il a fallu tout rééquiper dans le théâtre. Donc oui, bien sûr, c'est rassurant. Et puis au-delà même de l'accompagnement financier, c'est un regard professionnel, c'est une confiance, c'est une relecture de toute la paperasse qu'on a fait tout seul dans sa chambre pendant des mois, les business plans, etc. Donc il y a un regard et une expertise qui peut être très valorisante et qui nous permet parfois de juste sortir de ça et regarder, ah oui, on en est déjà là, c'est chouette, il y a encore ça à faire. Et c'est très confortant. Parce que vous étiez seul, en dehors de peut-être des structures qui vous ont accompagné. Effectivement, quand il faut aller défendre un dossier, quand il faut aller demander de l'argent, quand il faut réfléchir peut-être à une situation difficile, être accompagné, c'est extrêmement important. Ça sera aussi un des éclairages qu'on aura ce soir. Comment ça s'est passé pour vous en lien notamment avec France Active, mais avec d'autres partenaires peut-être? Alors j'ai eu la chance justement d'être quand même aidée aussi par la municipalité en place de Rive-de-Gier qui du coup déléguait la gestion de ce théâtre. Mon papa m'a aidé, si je le dis pas, s'il nous regarde, il m'en voudra à vie. Donc, il m'a quand même beaucoup aidé aussi au quotidien, au début. Et puis après, voilà, c'est les rencontres. France Active énormément, la banque. Enfin voilà, c'est vraiment mais très, en effet, de point de vue très local pour la Loire, parce que j'étais pas de là-bas, j'avais aucun contact, et donc tout le réseau a dû être fait à l'arrivée et à l'ouverture de la structure directement. 2 mots peut-être alors de votre programmation, enfin, ou en tout cas de l'esprit de l'imprimerie Café Théâtre, avant de revenir à des réalités plus concrètes. Combien d'heures vous travaillez par semaine, par exemple, Audrey Denis? Ça, c'est une question qui est extrêmement importante. On le sait quand on est entrepreneur, et je parle d'expérience aussi de mon côté. Comment est-ce que vous faites fonctionner cette imprimerie Café Théâtre? Parlez-nous d'abord en 2 mots de la programmation, de l'esprit du lieu. Alors aujourd'hui, on a 2 à 4 programmations par semaine pour une ville de 15 000 habitants, c'est beaucoup. Surtout de l'humour, mais pas que, des concerts, des pièces de théâtre, des seuls en scène,
du stand-up, des jeux de société, des bals folk, des spectacles amateurs, plein de choses. On essaye d'être un petit peu dans le café-théâtre privé plus classique et le théâtre de quartier, parce que justement la DSP permet d'avoir un pied dans les deux. Et aujourd'hui, je ne compte pas encore mes heures. J'essaye de le faire. Je sais, on me le dit, mon docteur me le dit, mais je n'arrive pas. À chaque fois, j'oublie un jour qui passe à la trappe et du coup, ça fausse tout. Mais j'ai réussi aujourd'hui à créer une équipe de 2 personnes avec moi, une CDI et un CDD qui tournent régulièrement, des contrats plutôt d'étudiants, de jeunes, etc., qui me permettent de parfois déléguer pour ça, éviter de faire... essayer un petit peu d'avoir une vie de famille à côté. Essayer d'avoir une vie de famille. Ça marche un peu quand même. Est-ce que vous sortez la tête de l'eau oui. depuis 2021 ? Est-ce que vous diriez ça ? Parce que c'est extrêmement important d'avoir le contexte qui permet de s'engager ensuite et de travailler peut-être beaucoup. D'avoir ce contexte et d'avoir cette forme de sérénité peut-être. On parle aussi de confort d'entreprendre parfois. Est-ce que vous diriez que là vous êtes sorti d'une situation un peu critique de démarrage, ou est-ce qu'il y a encore des précarités qui vous guettent, bien qui sûr guettent le projet? Bien sûr qu'il y a des précarités. J'arrive à me faire des week-ends de 2 jours d'affilée de temps en temps, et c'est une grande fierté et un soulagement pour ma famille. Mais c'était aussi un choix de ne pas forcément me payer au prix que je pourrais me payer ou être payé dans le salariat, mais de choisir de créer de l'emploi, en fait, déjà une dynamique plus sociale, et aussi pour laisser la chance à d'autres débutants comme j'ai pu l'être, ou débutantes à une époque. Mais la précarité, c'est toujours que même pour une mini-équipe comme ça, surtout pour une mini-équipe comme ça, on est toujours à essayer de calculer sa trésorerie, d'anticiper, de relancer des clients, parce que du coup là il va falloir que je me déclenche le chômage, des choses comme ça où vraiment au cas par cas, mois après mois, parfois semaine par semaine, on est obligé de s'adapter. Qu'est-ce qui vous manquerait ? Quel dispositif n'existe pas qu'il faudrait inventer pour venir vous aider et aider les structures comme celle de l'imprimerie Café Théâtre? Là, c'est l'occasion, on a un parterre de partenaires éventuels. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Pour citer peut-être une grosse moitié de ma clientèle au théâtre, il faudrait que la culture soit remboursée par la Sécu. Mais bon, malheureusement... On ne pourra pas faire grand-chose aujourd'hui là-dessus. Merci beaucoup, Audrey Denis. Merci également à vous, Stéphanie Renaud. Je vous laisse rejoindre la salle. Merci. Merci pour ces témoignages et pour continuer à cadrer encore un peu plus notre discussion, pour prendre peut-être de nouveaux repères de manière toujours plus transversale. Avant notre table ronde, je vous propose de retrouver 2 nouveaux invités, 2 nouveaux interlocuteurs. Amandine Le Breton, qui nous rejoint du pacte de pouvoir de vivre. Elle va nous parler de ce regroupement d'associations. Bonjour, merci d'être avec nous. Et André Letowski, ex-directeur des études à l'Agence pour la création d'entreprises, grand spécialiste de l'entrepreneuriat, qui je pense aura beaucoup à dire en rebond à ce que vient de nous livrer comme témoignage Audrey Denis. Merci à tous les deux. Je vais vous proposer de continuer peut-être à prendre des points de vue qui vont nous permettre d'aller du particulier jusqu'au général. Là, on vient d'entendre un témoignage ancré, un témoignage concret, vraiment proche du terrain, proche des réalités. Avant de dézoomer, j'aimerais peut-être, avec vous, André Letowski, qu'on essaye de voir ce que ce témoignage d'Audrey Denis peut nous dire des réalités peut-être plus transversales des entrepreneurs aujourd'hui et de la précarité entrepreneuriale. Alors, je commencerai par un point très positif. Cette jeune femme a fait une école de commerce, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans une culture entrepreneuriale, ce que malheureusement, beaucoup d'artisans commerçants notamment n'ont pas au point de départ. Ils sont assez éloignés d'eux. Par contre, ce qu'elle décrit bien, c'est de se faire un réseau. Vrai problème. Et ce qui est très positif, c'est l'investissement. Et l'investissement suivi par garantie et l'accompagnement tout en même temps. Mais aussi, elle nous a parlé du bonheur qu'elle avait eu quand même d'arriver à avoir un week-end de temps en temps. Moi, dans les chiffres dont je dispose, c'est la moitié des artisans commerçants, 50 heures par semaine au moins. Et un tiers ne prennent jamais de congé. Donc voilà aussi une fragilité. Il ne nous a pas parlé de sa santé. Un peu, en abordant son médecin, lui dit que ça aussi c'est un vrai problème. Et l'équilibre de vie familiale dont on a un peu parlé, c'est aussi quelque chose de très important. Donc ça fait toute une succession de précarité qu'on a retrouvée dans ce bel exemple, et d'autres qu'on pourra commenter par la suite. On précise peut-être en préambule là, de nos échanges qu'on ne va pas parler de micro-entrepreneurs
ou d'auto-entrepreneurs. On va Non, rester non, sur les indépendants ou les entrepreneurs qui lancent vraiment Oui. des On parle bien affaires. d'indépendants, c'est-à-dire malheureusement, on Ouais. n'a pas ceux qui sont en société ou ils sont gérants minoritaires. Ouais. Hein, on est d'accord. C'est seulement ceux qui sont gérants majoritaires ou majoritairement, enfin le plus grand nombre sont les entreprises individuelles. Vous nous disiez donc que l'énergie d'Audrey Denis était une force, évidemment. Ça peut se retourner aussi en forme de piège pour des entrepreneurs. C'est ce qu'on entend dans ce que vous nous dites. Oui, au niveau de la santé, au niveau de la culture insuffisante. Mais quand on regarde un peu toutes les données sur ces créateurs, qu'on les interroge, mais très majoritairement, ils sont heureux de l'avoir fait. Même, souvent, on va nous dire, on ne gagne pas assez, mais par contre, on est heureux, on a une vraie liberté, on fait ce que l'on souhaite, même si c'est dur. Et quand, allons plus loin, je crois que majorité, alors c'est encore plus grand, et si c'était à refaire? Ouais. Et là, il n'y a pas d'hésitation. On est vraiment dans les 80-90%. Est-ce que les chiffres dont vous disposez, André Letowski, confirment peut-être ce phénomène du créateur d'entreprise qui contourne une difficulté peut-être parfois d'accès au marché du travail en créant une entreprise? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un vrai phénomène ou est-ce que c'est à la marge? Oui, je travaillais ce matin, enfin ces jours-ci, sur l'évolution du nombre de créations d'entreprises. Paradoxalement, dans un contexte difficile, conjoncturel, on est à plus 12% de création d'entreprises sur les 4 premiers mois de l'année par rapport aux 4 mois de l'année antérieure. Alors j'oublie la période Covid, qui est avec des va-et-vient, mais vous voyez qu'on a une vraie progression en tant que telle. Alors ça, il faut être prudent parce que dans ce nombre, bien sûr, ce sont beaucoup plus des micro-entrepreneurs. Mais ceci étant, ils ne s'engagent pas à la légère non plus. Même s'il y a un nombre de micro-entrepreneurs, plus de la moitié, sont une activité complémentaire, ils n'ont pas une activité principale. Mais ça signifie bien qu'ils vont vers. Alors on a parlé de précarité, on a parlé d'argent, on a parlé de santé aussi. Quelles sont les autres formes de précarité? On a parlé aussi un peu, vous l'avez évoqué, mais vous pourriez peut-être y revenir, de culture entrepreneuriale, ça sera un des sujets pendant la table ronde. Le logement, la mobilité, ça aussi, ce sont des points importants à prendre en compte pour aider les entrepreneurs et les personnes précaires qui veulent entreprendre aussi. Oui, ce que l'on sait quand même globalement, c'est que les créateurs, très majoritairement, le font là où ils ont déjà vécu. Donc ils ont une connaissance de leur milieu. Donc ça, c'est quand même un atout positif. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas forcément la bonne connaissance. Moi, je vais devenir chef d'entreprise. J'étais hier souvent salarié et je vais devenir chef d'entreprise. C'est plus la même chose. Plus du tout. Et il faut accepter d'aller dans cet uniforme, dans cette nouvelle façon d'être qui n'est pas une chose si simple. Je me souviens tout un nombre, là je ne parlais pas de créateurs, mais de chefs d'entreprise quand je travaillais avec des artisans, qui me disaient « Aujourd'hui, je me rémunère moins que mon salarié. Mais je tiens, j'accroche. » Et puis en plus, il me disait « Mais ça c'est très typé social d'artisan. Que voulez-vous, c'est normal, il a des enfants. Moi, je suis déjà âgé, donc si je gagne moins, c'est pas grave. » On parle d'argent aussi aujourd'hui, évidemment, André Letowski. Est-ce qu'il y a un risque de sous-financement quand on est en situation de précarité et qu'on va aller peut-être vers le microcrédit, par exemple? C'est une des solutions offertes aux porteurs de projets. Est-ce qu'il y a un risque peut-être d'autocensure, de manque d'ambition, peut-être de fait, qui pose problème dès le démarrage du projet? C'est vrai, mais juste avant quand même, n'oubliez pas que 20% de nos indépendants gagnent moins de 1 300 € par mois. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'argent pour rembourser l'investissement. Donc ce n'est pas une chose qui est si évidente que cela. Et que, en regardant aussi, là malheureusement, on a les auto-entrepreneurs inclus, mais c'est qu'on a un taux de pauvreté qui est supérieur même à celui des ouvriers. Bien sûr, inférieur aux chômeurs, mais supérieur à ceux des ouvriers. Alors, pour revenir au deuxième propos que vous avez tenu, qui est un élément extrêmement important, c'est que bien sûr, souvent, un créateur d'entreprise va être un peu timide. Beaucoup d'autocensure. Je ne connais pas la banque, j'ai un peu peur d'y aller, ils ne vont pas me prêter, donc je ne fais pas. Et si on n'a pas un accompagnateur qui, avec lui, travaille le projet et qui lui montre qu'on peut aller au-delà, et en plus, quand on a le bonheur d'avoir un prêt d'honneur ou un prêt garanti, c'est vrai qu'à ce moment-là, il peut aller au-delà. Mais beaucoup s'autocensurent, notamment les femmes. Et donc là, il y a une vraie question pour pouvoir les aider à... Mais je crois pour abandonner le rêve, poser lucidement le projet et travailler et accepter d'être accompagné, ce qui n'est pas toujours évident. Et beaucoup ont leur point d'honneur de « je me débrouille tout seul ». Ça, c'est catastrophique. Ouais. Il y a aussi la peur de l'échec.
qui joue beaucoup, même si les choses évoluent. Comment est-ce que vous verriez ça et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions aussi sur cette question, l'échec, ou en tout cas la non-réussite immédiate, ça peut plutôt se transformer de manière positive que négative? Oui, mais comme je disais tout à l'heure, ils sont très motivés. Donc il y a un jeu de risque à accepter. C'est vrai que dans le taux de pérennité, il y a un progrès. Depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années, il y a un vrai progrès. On est à 80% de chefs d'entreprise, de créateurs, dans les 3 ans, qui pérennisent, qui sont encore là. C'est vrai, c'est moins vrai pour les entreprises individuelles. On n'est plus qu'aux 3/4. Mais ceci étant, il y a quand même une vraie évolution de ce côté. Alors, j'ai oublié parce que vous me posiez comme question, je reprends. Il y avait l'idée de l'autocensure et puis oui. Voilà, il y avait l'idée de l'échec, en fait, de la peur de l'échec. Alors, la peur d'échec, c'est vrai. Mais quand on regarde, quand on interroge, j'allais dire sous un angle sociologique ou psychologique, celui qui hésite encore, ce n'est pas quelqu'un qui peut créer. Alors, il faut quelquefois freiner, au contraire. Je vais m'en sortir, j'ai l'habitude, j'ai exercé le métier, je peux faire. Mais il a oublié tout un nombre d'environnements du métier. Donc, la peur de l'échec, elle existe, mais je ne crois pas que ce soit le premier des freins. Par contre, c'est vrai que quand on prend les défaillances d'entreprise, dont on parle à tort et à travers, les 3/4 sont des entreprises, ce sont des jeunes, mais surtout des entreprises qui ont moins de 3 salariés. Alors, il ne faut pas non plus glosser trop sur cette affaire, parce que bien des petites sociétés sont rachetées par ailleurs, alors qu'eux ne le sont pas. Mais n'oubliez pas que ces 3/4 sont aussi 3/4 liquidés juridiquement sur le champ. Donc là, il y a un vrai problème. Moi, je participe à 60 000 rebonds, par exemple, qui essaient d'aider les créateurs. Enfin, on le voit, quand psychologiquement, ils ont accepté qu'ils s'étaient plantés, que ce n'est pas parce qu'ils sont plantés qu'ils sont des nuls, qu'il faut le temps de recul, de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et là, la moitié de ceux que 60 000 rebonds ont accompagnés ont déjà créé. Et dans ceux qui repartent au salariat pour se refaire un peu des plumes, et bien souvent, le conjoint, il s'est barré. Donc, on n'a plus son support financier, son support... Bon, déjà, la moitié d'entre eux aussi disent « Je suis salarié, mais mon option, c'est de créer une entreprise à nouveau dans un délai rapide. » Donc, vous voyez, cet échec, il faut le relativiser. Je veux dire, j'ai l'habitude de plus on regarde lucidement les risques d'échec, surtout avec quelqu'un d'autre qui peut vous accompagner et vous aider à prendre le recul, plus on a des chances de savoir gérer. On va essayer d'articuler maintenant les préoccupations sociales avec les préoccupations environnementales. Avec Amandine Le Breton, notamment, on va évoquer ces points qui vous sont chers. Vous représentez donc le pacte du pouvoir de vivre, ce regroupement d'associations, d'organisations, dont d'ailleurs France Active fait partie. Plateforme de propositions pour articuler les questions justement sociales et environnementales. Quelles sont les revendications que vous portez ? Ça peut être une façon de présenter ce pacte. Oui, le pacte du pouvoir de vivre. D'abord, bonjour et merci à tous et merci à France Active de m'accueillir aujourd'hui, parce qu'on est ravis d'accueillir France Active au sein du pacte du pouvoir de vivre. Donc aujourd'hui, c'est 61 organisations avec 2 particularités, une diversité des statuts. Donc il y a des associations, des fondations, des mutuelles, un syndicat, et puis une diversité des domaines d'action de ces organisations, et ce qui fait que l'idée c'est de mutualiser, de porter une vision en commun, de mettre en commun finalement les expertises et les expériences de chacun. Donc on travaille par exemple, là on a fait un travail commun sur les élections européennes pour mettre en commun nos propositions sur les enjeux de transition écologique, de justice sociale, de renouveau démocratique, de modèle économique. Et sur ces enjeux-là aussi, l'entrepreneuriat peut être un levier ? Alors oui, et plus généralement par rapport à la question de la précarité que vous évoquiez, ce qui est intéressant pour des organisations comme les nôtres, c'est d'élargir encore la focale sur les autres dimensions de la précarité qui conditionnent aussi la précarité entrepreneuriale. Pour nous, elles sont complètement liées et interdépendantes. D'une part parce qu'il y a un contexte aujourd'hui social, politique, de fragilisation de la société, de fragilisation des ménages avec... des ménages qui sont de plus en plus proches de basculer dans la pauvreté. Donc cette fragilisation et ce contexte collectif, en fait, il joue aussi sur la précarité entrepreneuriale. Et puis parce que concrètement, aujourd'hui en France, il y a des millions de personnes qui sont déjà concrètement dans la pauvreté, mais ça, vous le savez. Et donc sur les autres formes de précarité qui peuvent élargir ce halo, on en identifie notamment 3. Le premier, c'est
c'est le contexte du logement. Vous savez qu'on est en pleine crise du logement, et j'allais dire encore plus aujourd'hui. Il y a 2 enjeux sur le logement. Il y a la question d'avoir accès à un logement à un coût supportable. Aujourd'hui, le logement, c'est le premier poste de dépenses des ménages, avec environ un quart des dépenses des ménages. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'avoir un logement pas trop éloigné de son lieu de travail. Alors vous venez de dire que souvent on crée son activité chez soi, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc ça, c'est une dimension importante, puisque pour le pacte du pouvoir de vivre, l'accès au logement, c'est un levier, un facteur de soutien à la création de fait de son activité. D'autant qu'on est dans ce contexte donc, de raréfaction de l'offre, avec 3,5 millions de personnes qui sont en situation de mal logement en France, selon la Fondation Abbé Pierre, et 2 millions de personnes qui sont en attente, là concrètement aujourd'hui, d'un logement HLM. Donc on voit que cette crise du logement peut impacter très très directement l'entrepreneuriat. La deuxième dimension de la précarité, c'est la précarité liée à la mobilité. Et finalement, elle est un peu moins connue, un peu moins documentée aussi. Mais malgré tout, il y a notamment un rapport qui avait été fait il y a quelques années par WeMove et la FNH qui essayait de qualifier un peu cette précarité liée à la mobilité. Et ça mettait en évidence deux choses. C'est que d'une part, il y avait un peu plus de 9 millions de personnes en France aujourd'hui qui étaient dépendants ou fragilisés par le fait d'avoir une voiture, ce qui est peut-être un peu contre-intuitif. On dit toujours que la voiture, c'est un objet de liberté. Mais en fait, pour beaucoup de personnes en situation de fragilité financière, c'est un coût à l'achat, c'est un coût à l'entretien, c'est un coût à la réparation, c'est un coût au carburant. Et donc, être éloigné de son lieu de travail ou avoir des dépenses de mobilité très fortes, ça peut être une conséquence. Et il peut y avoir des renoncements, et donc potentiellement des renoncements à l'entrepreneuriat aussi. Et puis un autre chiffre très important, c'est qu'il y a 4 millions de personnes en France de plus de 18 ans, donc 10% de la population, qui n'a aucun équipement en mobilité. Donc pas de voiture, mais pas de trottinette, pas de vélo, ni même un abonnement en transport collectif. Et donc ce chiffre, en fait, il est de fait considérable et il doit interroger sur la fragilité liée à sa mobilité, ce que ça peut conduire et ce que ça peut avoir comme conséquence. Et puis le troisième point, mais je suis peut-être un peu longue. Allez-y. C'est évidemment, alors ce qui est très cœur de pacte du pouvoir de vivre, c'est faire le lien entre les enjeux sociaux et les enjeux écologiques. Mais c'est les liens forts avec le contexte écologique dans lequel on est, qui est pour nous de fait aussi un facteur de fragilisation, en particulier quand on lance son activité, mais par rapport aux questions d'adaptation au changement climatique, qui est un sujet qui prend de l'ampleur dans le débat. Je vais prendre 2 exemples. Quand on crée une activité qui s'appuie sur des ressources notamment locales, de fait, il faut prendre dès aujourd'hui en compte la disponibilité de cette ressource à N+5, N+10, N+15. Si on parle des ressources agricoles, les cultures, donc les vignobles, les cultures, etc., de fait, on sait que les cartes des cultures changent déjà, mais vont changer dans les années à venir. C'est ça, il y a une précarité de nature environnementale aussi pour l'entreprise, quoi, et pour les entreprises. Qu'il faut intégrer de fait, donc qui est intégrable dans la réflexion du projet. Donc ça, c'est une dimension intégrable, cette dimension-là. Mais il y a une autre dimension qui est un peu moins, c'est la question des chocs environnementaux. Quand on observe les inondations qu'il y a eu notamment dans le nord de la France ou des feux de forêt quand on parle du sud-ouest, de fait, ça, ce sont évidemment des choses qu'on ne peut pas tout à fait anticiper, même si on peut un peu, mais pas tout à fait. Et ça vient amener une forme de rupture dans l'activité, dans la construction d'un projet. Et donc c'est vrai que pour le pacte du pouvoir de vivre, c'est important aussi de pouvoir de fait agir sur les politiques publiques pour réduire ces fragilités sociales et écologiques, mais aussi les anticiper, les intégrer dans l'accompagnement. Pour alerter sur le fait qu'il faut les prendre en compte, ces fragilités-là. Et puis il faut des politiques publiques pour essayer d'amortir ces chocs sociaux et ces chocs écologiques. Et c'est en ça qu'on travaille collectivement, nous, au quotidien. C'est pour l'instant pas suffisamment pris en compte. Vous diriez ça comme ça, ou c'est en train d'être pris en compte? On pourrait aller un peu plus vite? Alors, on pourrait aller un peu plus vite. Je vais peut-être me laisser monsieur... Mais je vais transformer un peu la question en vous demandant peut-être à tous les deux, finalement, si vous aviez des questions à poser, et je me ferai votre porte-parole aux participants à la table ronde qui vont arriver dans quelques instants, ça serait quoi, justement, pour accélérer un peu sur ces questions-là? Quand même, votre proposition, c'est que dans les créateurs d'entreprises et les indépendants, ils n'arrivent pas avec rien, habituellement. Donc, ils ont déjà plutôt la maison, l'appartement ou le lieu, pas toujours l'endroit pour travailler. Hein, c'est ça qu'il faut trouver. Et deuxième chose, ils ont un conjoint.
Et très souvent, le conjoint travaille. C'est-à-dire que c'est aussi une modalité de sécurité à côté, qu'on ne trouve pas dans les précarités. Ils peuvent ne pas gagner grand-chose, mais ils s'appuient beaucoup sur le conjoint pendant un certain temps pour rester à flot. Puis au fur et à mesure, il y a un partenariat qui se fait. Sauf quand ça ne va pas bien et que le conjoint s'en va. Et pour la mobilité, c'est pareil, quoi. Ils ont souvent leur véhicule, ils ont souvent déjà leur ordi, ils ont déjà un certain nombre de choses. Bon, c'est juste en réaction complémentaire. Vos questions alors pour les participants à la table ronde. On aura dans un instant Jérôme Marchand-Harvier, on aura Christophe Jeanter, on aura Hervé Gonsard aussi, Maya Hatig. J'aurai l'occasion de les présenter, mais vous savez de qui je parle. Il est clair, enfin, pour moi, ce qui est fondamental, notamment quand les créateurs ou les indépendants sont effectivement peu empreints d'une culture entrepreneuriale, c'est vraiment à la fois l'accompagnement et c'est à la fois le financement qu'on va leur apporter. C'est vraiment absolument fondamental. Or, convaincre quelqu'un de venir à l'accompagnement, ça n'est pas gagné. Et ça, je sais ce que je vais faire, je connais mon métier, ce que vous disiez tout à l'heure. Amandine Le Breton. Alors, je vais me permettre aussi juste de rebondir sur ce que dit M. Letowski, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous pointez, donc cette photo des personnes qui ont déjà un logement, déjà du matériel et un conjoint. Mais se pose peut-être la question des familles monoparentales et donc des mamans seules qui voudraient entreprendre. Donc c'est vers ces publics-là aussi qu'il est intéressant de se tourner et de se dire qu'il y a besoin d'une articulation entre ces accompagnements, ce que fait France Active avec ses partenaires, et puis les politiques publiques qui doivent vraiment faciliter ce lien, d'une part, et puis réduire cette fragilité inhérente à ce qu'est la société. Et donc la question, moi, que je me pose, c'est quelle politique publique on pourrait aussi porter ensemble pour faciliter ce travail de France Active avec ses partenaires. Est-ce qu'il y a aussi des choses à faire? Est-ce qu'elles sont déjà identifiées? Et puis quel travail précis aussi avec les associations au niveau local qui agissent au quotidien, elles-mêmes pour accompagner ces personnes. Je parlais de la Fondation Abbé Pierre. Au quotidien, la Fondation Abbé Pierre fait le lien entre emploi et logement. C'est un lien quotidien, c'est pas deux sujets qui n'ont rien à voir et qu'on gère de manière différente. Donc, comment on intègre la société civile, et en particulier les associations qui œuvrent au quotidien, pour encore faire un plus grand partenariat? Merci à tous les deux. Ce dont vous parliez, c'est plutôt en direction des auto-entrepreneurs sur lesquels je n'ai pas parlé et qui effectivement sont cette précarité de logement. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez les créateurs et les indépendants, c'est qu'ils sont très largement en couple et que ça fonctionne bien en couple, y compris, je me souviens de tables rondes. Les plus modestes venaient toujours avec le conjoint. C'est un signe intéressant. Merci à tous les deux, André Letowski, Amandine Le Breton. Merci à vous. On va continuer. On va continuer nos échanges sur ce thème de la précarité entrepreneuriale sous le format désormais de la table ronde que nous allons vous proposer, toujours pour notre public ici à la Fédération bancaire française et aussi pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de France Active. J'invite à nous rejoindre donc maintenant Jérôme Marchand-Harvier, Maya Hatig, elle revient, Hervé Gonsard et Christophe Jeanter. Je ferai les présentations dans un instant. Le temps que tout le monde s'installe, un mot introductif de François Bonneau, qui est président de la région Centre-Val de Loire et vice-président de l'Assemblée des régions de France. François Bonneau était invité, il a failli venir mais n'a pas pu être des nôtres. Il nous a envoyé une vidéo. J'aurais beaucoup aimé être à vos côtés, aux côtés de France Active, dont je salue le président et l'ensemble des responsables. J'aurais beaucoup aimé être à vos côtés pour ce moment important, cette étape importante que vous allez franchir aujourd'hui. Je suis retenu par d'autres obligations, mais je veux vous dire, au nom de l'ensemble des régions, combien l'engagement de France Active est absolument essentiel. Il est essentiel, pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, tant et tant de nos concitoyens sont directement intéressés par l'engagement à répondre à des besoins nouveaux de notre société, de nos concitoyens. L'engagement au service de territoires ruraux comme au service de territoires urbains. L'engagement pour faire en sorte que leur savoir-faire, leur talent, leur passion puissent se traduire concrètement par des services nouveaux dans un modèle économique sécurisé. France Active, c'est ça, et je salue
la volonté qui est celle de France Active aujourd'hui, d'apporter encore plus pour que se lève le frein terrible, ce plafond de verre permanent qui est celui des financements qui interdisent finalement à des hommes et à des femmes qui sont porteurs de projets solides, robustes, d'arriver à leur fin. Aujourd'hui, avec cette augmentation de capital qui va être proposée et réalisée, France Active va s'engager plus loin contre la précarité entrepreneuriale. France Active va donner à plus de femmes et d'hommes la possibilité sur les territoires de créer leurs activités. France Active va participer en faisant ça à cette société inclusive que nous devons par tous les moyens rechercher et mettre en œuvre. France Active va servir également par rapport à des besoins sociaux, des besoins de services, par rapport à des enjeux environnementaux qui sont de plus en plus importants au fur et à mesure de la transition, d'aller vers ces nouvelles activités qui sont des activités de service, qui sont des activités qui permettent à nos sociétés, à nos concitoyens de mieux vivre et de mieux vivre ensemble. Vraiment, toutes mes félicitations pour cette augmentation de capital, toutes nos félicitations pour cette nouvelle étape, cette nouvelle ambition que France Active porte contre la précarité entrepreneuriale et pour l'inclusion par la réalisation dans une grande ambition de création d'activités, de développement au service de nos concitoyens. Merci à François Bonneau pour ses encouragements, président donc de la région Centre-Val de Loire. Je salue nos invités qui ont pris place comme prévu sur l'estrade pour cette table ronde autour de la question de la précarité entrepreneuriale et des mécanismes à activer pour y répondre. Au service évidemment de l'inclusion. Maya Attig est revenue, directrice générale de la Fédération bancaire française. Jérôme Marchand-Harvier, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Christophe Jonter, bonjour. Vous êtes représentant de la Caisse des dépôts, directeur du département cohésion sociale à la Banque des territoires et merci d'être avec nous parce que vous aviez une longue journée, je crois, aujourd'hui. En plein printemps des territoires, vous avez une journée qui se poursuit, une journée chargée. Je précise que vous êtes également actionnaire de France Active Garantie. Et alors la première question sera pour vous, Hervé Gonsard, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général des services à l'économie et du réseau à la Banque de France. Parmi les missions de l'institution que vous représentez, il y a l'inclusion bancaire, évidemment. La Banque de France gère notamment l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Comment est-ce que vous pourriez nous parler de cette notion de l'inclusion bancaire du point de vue des particuliers, parce que c'est ce domaine-là qui vous intéresse, mais on l'a bien compris, un entrepreneur, avant d'être entrepreneur, il est particulier. Et donc l'inclusion bancaire est aussi un sujet indirectement pour l'entreprise et la sortie de la précarité. Absolument. Merci beaucoup de votre invitation. D'abord, parce qu'effectivement, la Banque de France est vraiment au cœur donc, de l'inclusion bancaire, de l'inclusion financière dans ce pays. Donc l'inclusion bancaire, Maya l'a dit tout à l'heure, si on la définit de la façon la plus basique, simplement le fait de pouvoir disposer d'un compte en banque et de services bancaires de base. Et ça, effectivement, selon les statistiques de la Banque mondiale, on est à plus de 99% de bancarisation en France. Et c'est le rôle de la Banque de France, notamment pour les particuliers, pour des comptes privés ou pour des comptes aussi professionnels, de faire ouvrir des comptes à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que la Banque de France, chaque année, en tout cas l'année dernière, a demandé environ 30 000 désignations de banques qui ont dû ouvrir des comptes professionnels ou des comptes personnels. Ça peut être aussi des comptes pour des personnes morales. Donc c'est ce qui effectivement permet d'assurer cette bancarisation. Alors au-delà donc de ce droit au compte basique, j'allais dire, si on veut donner une exception un peu plus large à l'inclusion, non pas simplement bancaire, mais financière, il faudrait aussi, même si ce n'est pas un droit, bien évidemment, que tous puissent bénéficier d'une possibilité d'avoir un accès à l'épargne quand c'est possible, mais aussi au crédit et à l'assurance. Et de ce point de vue-là, donc, nous promouvons vraiment beaucoup le microcrédit dans le cadre notamment de l'OIB que vous avez cité, et microcrédit personnel et professionnel. Et donc nous promouvons aussi, parce que très souvent une activité doit s'arrêter parce qu'elle n'est pas assurée, la microassurance. C'est vraiment quelque chose qui nous paraît fondamental. Et puis une fois qu'on est
inclus, qu'on a dans le système bancaire, dans le système financier, il faut aussi ne pas en sortir. Il faut aussi ne pas avoir, ne pas être rattrapé par les problèmes de fragilité financière. Et de ce point de vue-là, la Banque de France travaille également. Ce qui est évidemment le plus connu, c'est le traitement du surendettement, c'est-à-dire de faire en sorte effectivement que les personnes qui ne peuvent plus, quand elles sont de bonne foi bien sûr, mais qui ne peuvent plus rembourser leurs dettes, puissent avoir recours à une commission de surendettement qui va déterminer effectivement quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est un gel? Est-ce que c'est un rééchelonnement? Est-ce que c'est parfois même un effacement de leur dette? Donc, et je veux insister aussi, dans le cadre de l'OIB, il y a vraiment un travail formidable qui a été fait avec les associations et avec les banques. On essaye aussi, avant de rentrer justement dans ce potentiel surendettement, de faire en sorte qu'on n'y aille pas. Et comment on fait? On a fait un travail formidable de ce point de vue-là avec les banques, c'est d'essayer de détecter les publics fragiles et de faire en sorte de pouvoir leur donner certains services qui évitent la rentrée dans le surendettement. Il y a une question aussi autour de l'éducation financière. C'est extrêmement important et je sais que la Banque de France, avec tout un tas de réseaux de partenaires, et aussi localement, est engagée sur ce point. Peut-être que Maya Hattich aussi pourra en dire deux mots dans un instant. Oui, vous avez tout à fait raison. Depuis 2016, le gouvernement de la République a confié à la Banque de France le rôle d'opérateur national de l'éducation financière. Alors, on l'a commencé surtout avec le grand public, avec le public jeune, pour l'éduquer justement aux notions financières et éviter qu'il ait plus tard des difficultés, notamment sur endettement. Mais on a aussi développé depuis quelques années un pilier propre justement à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire effectivement ça s'appelle Éduc-Filles Entrepreneurs. De ce point de vue-là, ce qu'on a constaté, c'est que souvent on a des entrepreneurs, des porteurs d'idées qui ont des idées vraiment extraordinaires, mais qui en revanche n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation, une culture financière. Et donc on essaye par des ressources qui ont été développées par nous-mêmes et par nos partenaires. On est évidemment en contact avec les CCI, avec les CMA, etc. et avec aussi les organisations patronales. On essaye vraiment de faire en sorte d'abord de donner des ressources pour qu'un entrepreneur qui va monter une entreprise ait à chaque cycle de la vie de l'entreprise des ressources pédagogiques. Et ensuite, on essaye de faire aussi en sorte de donner une culture financière minimale. C'est-à-dire effectivement, vraiment, basiquement, qu'est-ce qu'un compte de résultat, qu'est-ce qu'un bilan, qu'est-ce qu'un seuil de rentabilité financière. Et on développe, et on a la chance d'avoir tous les départements des succursales de la Banque de France qui sont amenés justement à essayer de répondre à cette bonne parole. Et c'est vraiment important, je sais de quoi je parle. Maya Hattich sur ce point, et parlez-nous d'ailleurs peut-être des clés de la banque, oui, qui est un programme important. Oui, les clés de la banque, c'est le programme d'éducation financière que nous avons développé depuis de nombreuses années, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière, puisque en réalité, on est nombreux à vouloir ou à pouvoir produire des contenus. Ce qui est très important, c'est que les réseaux de diffusion soient aussi larges que possible. D'ailleurs, j'appelle tous ceux d'entre vous qui peuvent diffuser ces guides et tous les outils existants produits par les différents partenaires à le faire, parce que dans les témoignages qu'on a entendus, on voit bien les entrepreneurs qui ont une formation initiale forte dans ce domaine-là anticipent davantage, et ensuite, une fois qu'ils sont dans leur métier, eh bien, ils ont très peu de temps pour ça. Donc, on a développé des modules extrêmement courts, soit vidéo, soit mini-guide, sur l'affacturage, sur la cession de créances, parfois sur des sujets plus techniques qui s'adressent à des entreprises déjà d'une certaine taille, et puis bien sûr sur la gestion du quotidien, sur le compte d'exploitation. Et on les a développés en se disant, beaucoup d'entrepreneurs vont avoir 5, 10 minutes, 15 minutes pour se familiariser sur ce sujet avant leur rendez-vous avec le banquier. Et pourquoi on a appelé ça les clés de la banque ? Tout simplement pour donner les clés de compréhension. Pas les clés du coffre.
Presque les clés du coffre. C'est un peu l'idée, c'est le coffre de la connaissance. C'est tout simplement pour que quand vous allez voir votre banquier de proximité, vous ne soyez pas là à subir tout un tas d'informations qu'on va vous donner, mais que vous puissiez être à la hauteur et au moins, disons, au moins vous accrocher et pouvoir avoir cette discussion. Et je crois que c'est très très important comme responsabilité de se dire qu'on a un système bancaire qui est basé beaucoup sur la proximité. Je le rappelle, je donne juste 2-3 chiffres. 30 000 agences, 10 000 points de contact avec les entreprises à travers des centres d'affaires, des agences dédiées, etc. Donc c'est considérable. 50 000 collaborateurs du secteur bancaire dédiés à la relation avec des entreprises de toute taille. Et en fait, cette proximité, c'est un combat de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on nous explique à longueur de journée que le digital, c'est beaucoup mieux, etc., etc., et que s'il y a un problème, les gens trouveront bien une solution sur Internet. C'est quand même pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de moments où vous avez besoin de cette information. Et puis, la proximité, en fait, parfois, là, je donne le nombre d'agences aujourd'hui, il y en avait un peu plus il y a 10 ans. Et en fait, au lieu de vous donner acte du fait qu'il y a 50 000 collaborateurs sur le territoire, par exemple, on vous dit « Ah bah oui, mais il y a 20 ans, il y en avait 70 000 ». Oui, d'accord, mais aujourd'hui, on fait déjà l'effort d'en avoir un certain nombre et d'essayer de maintenir cette relation de proximité pour ceux qui en ont besoin et de démultiplier les relations associatives. Donc je crois que ça, c'est vraiment important. Et vraiment, j'appelle aussi, encore une fois, sur cette éducation financière. Il y a beaucoup de travaux, notamment, vous déployez le passeport, je crois, auprès des lycées professionnels. Et j'ai eu l'immense bonheur hier de remettre un prix pour le MEDEF, qui est partenaire d'une super opération qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Et en fait, c'était fascinant de voir tous ces jeunes qui sont au lycée professionnel, qui parlent, qui filment leur futur métier, de couvreurs, de plaquistes, de souffleurs de verre, des métiers dans la métallurgie, qui les filment avec passion, et de se dire, en fait, ces gens-là, ils vont monter leur boîte, et leur boîte, elle va marcher, sauf si ils n'ont pas les outils financiers. Et donc, ces lycées professionnels aussi, aujourd'hui, dès le plus jeune âge, je crois, le fait qu'ils aient accès à ces informations, c'est super pour leur permettre d'avancer. L'accompagnement vers la culture de l'entreprise, c'est aussi un sujet évidemment pour France Active. On l'a entendu tout à l'heure d'ailleurs à travers le témoignage d'Audrey Denis qui gère l'imprimerie Café Théâtre. Christophe Jeanter pour la Banque des Territoires. Comment est-ce que vous vous incluez dans cette histoire-là d'accompagnement autour de la culture de l'entreprise, autour de l'éducation financière, autour aussi d'une forme de culture finalement de l'entrepreneuriat ? Écoutez, bonjour à tous déjà. Merci pour votre accueil au sein de l'auditorium, terme latin de la Fédération bancaire française. Évidemment, merci France Active, Pierre-René, Denis, Luc également, j'oublie forcément des personnes. La Caisse des dépôts, c'est un grand groupe. Pierre-René Lemol le connaît mieux que moi, le connaît très bien, il l'a dirigé pendant un certain nombre d'années. C'est une grande maison qui a plus de 200 ans, qui a des gros moyens financiers. Gros moyens financiers, mais on ne peut pas être partout, dans le sens où on ne peut pas faire de dentelle, on ne peut pas être dans tous les projets territoriaux, dans tous les projets entrepreneuriaux. On peut le faire à partir d'une certaine taille. Quand on investit, on met un ticket minimum de 200 000 euros. Et comme on veut être partout et comme on s'appelle la Banque des Territoires, on s'appuie sur un maximum de partenaires. Et en fait, sans ces partenaires, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on ne pourrait pas faire autant. France Active, c'est un partenaire incontournable de la Caisse des dépôts, de la Banque des Territoires, le premier partenaire dans le secteur de l'ESS en ce qui nous concerne. On parle aujourd'hui de FAG, France Active Garantie. Je crois que c'est la 8e augmentation de capital. J'ai regardé depuis 1995. Et tout à l'heure, ce que vous disiez est très juste, c'est que s'il y a autant d'augmentation de capital, ça veut dire que l'activité, elle se développe. Et nous, en tant qu'actionnaires à 35% du capital de FAG, eh bien on suit à chaque fois. Là, on a mis un peu plus de 4 millions et on en est ravis. Et une fois de plus, on ne pourrait pas nous-mêmes garantir ces prêts qui profitent aux entreprises de l'ESS. Donc on s'appuie sur nos partenaires, à commencer par France Active. On le fait aussi sur les investissements, je le citais tout à l'heure. On ne peut pas mettre des tickets inférieurs à 200 000 euros. France Active a cette capacité à le faire. Là, pour le coup, ce n'est pas à travers France Active Garantie, mais France Active Investissement. Et puis, on a nous-mêmes une capillarité territoriale. On a 13 directions régionales, on a 35 agences réparties en métropole, en outre-mer. Mais évidemment, quand on additionne les associations territoriales de France Active, eh ben, ça démultiplie l'effort.
Alors je ne sais plus, j'avais un chiffre en tête, mais sous votre contrôle, un tiers des collaborateurs de France Active font de l'accompagnement. C'est remarquable. Ce n'est pas seulement un partenaire financier, c'est aussi un partenaire de l'accompagnement. Et de façon générale, alors j'ai parlé beaucoup de France Active, et c'est normal, on célèbre l'augmentation de capital de FAG, on le fait aussi avec d'autres organismes. L'ADI, sur le microcrédit professionnel, on les a accompagnés aussi à travers des titres associatifs, parce que c'est une association, et puis on avait même contribué à leur contrat impact. La Banque des Territoires ne pourrait pas attribuer de microcrédit professionnel comme le fait l'ADI. On s'appuie sur l'ADI. Tout à l'heure, on a eu le témoignage d'un entrepreneur sur les activités culturelles. Ça m'a fait penser qu'on finançait l'IFSIC, l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles. On finance à hauteur de 39 millions l'IFSIC, et on est en train de renouveler la ligne. Et ce n'est pas nous qui faisons ces prêts aux associations culturelles, c'est l'IFSIC qui le fait. Encore un exemple d'une activité intermédiaire sans laquelle on pourrait pas le faire. Et de façon générale, on fonctionne comme ça. J'ai un autre exemple peut-être, parce que la Caisse, elle est aussi là pour accompagner les politiques publiques de l'État. L'État joue son rôle, la Caisse aussi. On dit souvent que la Caisse est le bras armé de l'État. Et je voudrais citer encore un exemple, c'est quand on met notre casquette d'opérateur pour le compte de l'État, à travers des programmes territoriaux ou à travers des mandats de France 2030. France 2030, ça existe depuis 2010. Il y a beaucoup de milliards d'euros de subventions qui sont octroyées par l'État. Et la Caisse des dépôts et la Banque des territoires a ce rôle d'opérateur, d'attribuer ces financements, ces subventions aux différents projets qui répondent aux AMI. Pour nous, c'est une belle opportunité à nouveau de financer des projets. C'est aussi pour nous un tremplin derrière quand on investit, parce que ces projets qui rentrent dans France 2030, ça nous sert d'expérimentation. Et pendant plusieurs années, les subventions sont là pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Et puis nous, on arrive derrière avec une autre casquette que celle d'opérateur, qui est celle avec notre casquette d'investisseur, pour accompagner ceux qui ont fait leurs preuves et pour les faire changer d'échelle. Donc là aussi, quelque part, on se sert d'un outil, France 2030, qui n'est pas celui de la Banque des Territoires, mais qui nous permet derrière d'agir plus massivement. Voilà, c'est de l'action par capillarité et par partenariat. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais me tourner maintenant, et on a parlé de l'action de l'État, vers Jérôme Marchand-Harvier, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à cette invitation via le fonds de cohésion sociale, via peut-être d'autres types de programmes comme ceux qui viennent d'être cités, ou le programme Inclusion par le travail indépendant également, dont France Active bénéficie, on en parlera peut-être. Qu'est-ce que les politiques publiques peuvent apporter finalement aux acteurs bancaires pour les inciter à soutenir la création ? Merci, bonjour à toutes et à tous, et à la fois merci et bravo à France Active pour cette initiative, peut-être en élargissant sur l'ensemble des politiques publiques de l'État. Évidemment, je vais parler du fonds de cohésion sociale qui est une des actions impossibles, mais globalement, dans le champ, quand on regarde l'objectif de plein emploi, qui me semble être un objectif qu'on peut tous partager, c'est un objectif qui passe par un certain nombre d'actions et de leviers. Et la création d'entreprises est clairement un levier parmi d'autres, et au sein de la création d'entreprise, tout ce que vous entreprenez est clairement un levier essentiel. Les chiffres que vous connaissez, mais je trouve qu'ils sont marquants, 1 million d'entreprises créées en 2023, et donc autant de leviers. Alors évidemment, il n'y a pas que des réussites, mais c'est précisément en essayant aussi qu'il y a des réussites et autant de leviers qui créent de l'emploi, à la fois de l'emploi pour soi-même et puis de l'emploi pour d'autres personnes. Et dans ce combat, on agit effectivement en PAC. C'était intéressant d'avoir le président Bonneau qui a les régions, les collectivités territoriales ont un rôle important. L'État, je ne vais pas faire de la promotion de l'État, mais l'État a évidemment un rôle clé. Et l'ensemble des acteurs, et France Active en est un, avec d'autres aussi. Et donc cette notion de PAC, je crois qu'elle est importante en la matière. Et a aussi été évoqué le rôle de la Caisse des dépôts, j'y viendrai, je pense notamment à France Travail. Donc bien sûr, je vais y venir, il y a le financement, mais il y a aussi l'ensemble des actions. Et avant de parler de financement, ça vient d'être évoqué, je voudrais dire un mot sur l'accompagnement. Parce que, évidemment, une des difficultés, ou la difficulté probablement principale, c'est l'accès au financement. Et à ce niveau-là, les actions qui sont menées
à travers notamment France Active et d'autres acteurs de ce type-là, de délivrance de prêts, est absolument clé. Mais il y a un rôle qu'on oublie parfois ou qu'on voit moins, qui est le rôle d'accompagnement, qui est le rôle de, concrètement, la personne qui, évidemment, elle a besoin d'un financement, elle a un projet. Mais ce projet, on sait très bien, il y a y compris de la statistique. Alors la statistique, c'est un peu froid, mais c'est extrêmement éclairant de voir que les personnes qui sont accompagnées dans leur projet d'entrepreneuriat, les chances que leur projet perdure, se développe, ils sont sans commune mesure avec les personnes qui ne sont pas accompagnées. Donc moi, j'insiste aussi sur le rôle de France Active et d'autres acteurs en la matière qui, évidemment, ont un rôle de délivrance, d'accès au crédit, de financement facilité, mais aussi un rôle d'accompagnement. Et je crois que Maya Attig est mieux placée que moi pour en parler, mais que ce rôle d'accompagnement, c'est aussi en quelque sorte un rôle de label, c'est-à-dire il joue un rôle en tant que tel, mais il joue aussi un rôle de signature, si je peux me permettre cette expression, pour avoir une garantie que c'est un projet qui a plus de chances de réussir. Donc je crois qu'il faut aussi assez lourdement insister sur ce point-là. Sur le terrain, le fonds de cohésion sociale, ça se traduit comment? C'est du prêt à taux zéro? Très simplement, très concrètement, comment est-ce que ça se décline ensuite pour les porteurs de projets Très concrètement, le fonds de cohésion sociale qui est doté d'environ 40 millions d'euros en 2024, ce qui est à la fois un fonds important et relativement modeste, il permet aux différents opérateurs, dont France Active, de garantir, ça permet de garantir plus exactement les prêts que vont octroyer des opérateurs ou des acteurs tels que France Active, et ils vont permettre à un grand nombre d'entrepreneurs d'avoir un accès facilité au financement. Et l'inclusion par le travail indépendant, c'est un peu ce qu'on entendait tout à l'heure de la part d'Audrey Denis. Je vois que vous voulez réagir, Maya Attig, mais c'est aussi ce qui permet de distribuer des aides directes à des créateurs. Là, c'était le programme Accès Plus. Je crois que ça vient de ce programme-là. Tout à fait. Il y a tout un panel. Le plus connu, entre guillemets, c'est le prêt. Mais il y a également, effectivement, la capacité de délivrer un certain nombre de prix. Mais c'est le cas de ce que fait France Active avec d'autres opérateurs. Et encore une fois, il y a aussi toute la dimension non matérielle ou non financière qui est l'accompagnement, qui est au moins aussi important. Ouais. Maya Attig, vous vouliez réagir ? Non, c'était tout simplement pour préciser ces chiffres d'accompagnement. C'est vrai que le taux de survie d'une entreprise à plus de 3 ans, il est effectivement de 90%, donc 9 chances sur 10 d'aller au-delà de 3 ans quand on est accompagné. Alors que c'est 2 sur 3, 3 sur 4 quand on n'est pas accompagné. Et surtout, vous disiez plus de chances, le label au départ. Je crois qu'il y a un point important. C'est pas seulement qu'au départ, le projet est mieux ficelé que s'il l'avait été par le créateur tout seul. C'est aussi et surtout que si dans le déroulé de la vie de l'entreprise, il y a des difficultés, en fait, elles seront plus facilement traitées, elles seront mieux anticipées. Le créateur ne sera pas seul pour poursuivre. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement au départ que le label est là, c'est aussi au quotidien que l'accompagnement peut se révéler, puisqu'on le sait tous, la solitude est le pire ennemi de l'entrepreneur. Ouais. Christophe Jeanterre, sur cette question. Oui, un petit mot, parce que sur l'accompagnement, et je vais au-delà de la Banque des Territoires, je voudrais dire un petit mot pour BPI France, parce que notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ils ont un programme qui avait été initié en 2019, qui s'appelait Entrepreneuriat pour tous, qui était doté de 80 millions d'euros et qui a permis d'accompagner plus de 100 000 porteurs de projets. Donc là, il y a aussi dans le groupe ES cette filiale BPI France qui agit beaucoup. Et d'ailleurs, sur les 100 000 porteurs de projets accompagnés, ça a débouché sur 20 000 créations d'entreprises. Alors ce programme Entrepreneuriat pour tous, il s'est fini en 2023. Le relais a été pris avec Entrepreneuriat Quartier 2030. Et là, ce n'est pas 80 millions d'euros qui ont été dotés, c'est 450 millions d'euros. Et l'ambition est la même, et c'est même aller au-delà, c'est aller au-devant des habitants, des quartiers prioritaires, puisqu'il s'agit d'aller sensibiliser 500 000 habitants des quartiers, pour les inciter justement à l'entrepreneuriat. En espérant que ça fonctionne et que ça porte ses fruits. Et on voit bien que l'enjeu, en fait, général, c'est celui de démultiplier les effets des politiques publiques avec l'ensemble des actions que vous pouvez porter. Peut-être un mot là-dessus, Maya Attig. Il y a cet effet qui est recherché. Est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce que, par exemple, un partenaire comme la Banque des Territoires peut aider aussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette? Oui, je crois qu'en fait, on en revient à la façon dont la puissance publique, les fonds publics interviennent.
ils n'interviennent pas à la place de ce que font les acteurs privés. Ils interviennent là où les acteurs privés ont besoin de repousser leurs limites. Et je crois que ça, c'est très important dans un pays comme le nôtre. On a le marché, c'est-à-dire les règles classiques de gestion qui couvrent une grande partie de l'activité. Et là, les chiffres parlent pour eux. On a quasiment 500 milliards d'euros de prêts aux très petites entreprises. Voilà. Bon, donc il y a énormément de prêts qui sont accordés dans des conditions standards. Et en fait, le recours à des partenariats, et encore bravo Dominique Mahé, France Active Garantie, pour finalement cette nouvelle levée de capital, ça permet de repousser ces limites, de couvrir plus de personnes, et donc de finalement donner ce renforcement. Donc ça, c'est important. Ensuite, je pense que l'un des défis que nous avons, c'est que l'action publique est foisonnante. Elle est foisonnante parce qu'elle répond à beaucoup de besoins. Et vous pouvez avoir aussi un secteur associatif foisonnant. Et donc, c'est important qu'il y ait quelques grands noms, comme celui de France Active, mais on en a cité d'autres, qui puissent être aussi des pôles de référence. On travaille au sein du MEDEF, au comité de l'inclusion, avec notamment Lionel, présent ici, pour le MEDEF des Hauts-de-Seine. On voit que sur certaines régions, pour l'accompagnement du retour à l'emploi, donc plus largement que le seul entrepreneuriat, on nous cite toujours l'exemple à Marseille. Apparemment, je ne sais jamais si c'est 522 ou 622 associations de soutien dans ce domaine. Ça fait beaucoup, en fait. Donc, n'importe quel acteur privé serait complètement perdu face à tous ces partenariats possibles. Et donc, quelques pôles là-dessus, ça permet aussi d'être plus efficace et de mieux s'y retrouver dans ces multiples circuits d'argent public qui ont tous le même objectif, repousser les limites et donc faire davantage d'inclusion. Sur les enjeux environnementaux, on entendait tout à l'heure parler à Amandine Le Breton, c'est des enjeux évidemment qui sont extrêmement importants, mais qui peuvent aussi recouvrir des réalités très concrètes pour des porteurs de projets, pas tomber dans des pièges qui seraient des pièges peut-être de coûts énergétiques complètement incroyables. Comment est-ce qu'on peut agir mieux? Comment est-ce que, par le partenariat, par l'action conjointe, est-ce qu'on peut imaginer des solutions là-dessus, ou en tout cas des voies et moyens qui permettraient de peut-être un peu plus d'action vertueuse, peut-être Jérôme Marchand-Harvier, sur cette question? Peut-être pas le plus grand expert de ces sujets-là, mais ce qui est évident, c'est que, et ça a été dit effectivement par la représentante du pacte du pouvoir de vivre, précarité monétaire, ça va souvent aussi avec la précarité environnementale. Et dans les enjeux de création d'entreprises, comme vous l'avez dit, on peut avoir des dépenses, notamment je pense dans le champ énergétique, qui sont importantes. Tout ça, moi je pense que dans la logique d'accompagnement, cette dimension-là doit être prise en compte. Petit élément que certains des acteurs, je crois, l'a dit, je ne suis pas sûr que France Active le fasse, mais sont aussi en accompagnement sur les questions de mobilité, parce que c'est effectivement des enjeux importants. Et donc, c'est clairement une dimension qui doit être de plus en plus intégrée. Si je peux me permettre de rebondir sur un point qui a été indiqué sur la capacité effectivement à reposer sur des acteurs de confiance ou qui connaissent les différents acteurs, peut-être un mot sur un public entre guillemets particulier, en tout cas qui est évidemment clé dans la bataille pour le plein emploi. Ce sont les demandeurs d'emploi. Il y a environ 27-30% des créateurs d'entreprises qui sont des demandeurs d'emploi. Et donc évidemment, il y a une partie des publics que vous touchez, mais ça c'est absolument clé. Et je ne peux pas ne pas citer le rôle crucial de France Travail, à la fois d'accompagnement, mais aussi de porte d'entrée, permettant de relayer avec les différents acteurs. Et ça, je suis absolument d'accord qu'il faut qu'il y ait au maximum des partenariats qui soient noués, parce que selon les territoires, au-delà des opérateurs de référence et des acteurs de référence que les uns et les autres connaissent ici, il peut y avoir des acteurs qui ont des projets, qui ont des ancrages absolument essentiels pour la création d'entreprises. Côté Banque de France, Hervé Gonsard, vous avez produit un rapport d'investissement responsable. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Si on dépasse des enjeux strictement climatiques, il y a des enjeux évidemment sociaux également, de gouvernance. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi pour la Banque de France? Oui, depuis 2018, donc, la Banque de France a développé une politique d'investissement responsable. C'est-à-dire effectivement l'ensemble de nos fonds propres et de nos fonds de retraite, donc environ 24 milliards, donc nous les plaçons sur d'abord
des investissements qui sont climatiquement responsables, c'est-à-dire qui sont dans les 1,5%, donc dans les 1,5 degrés, pardon, donc prévus par les accords de Paris. Ensuite, on fait très attention aussi donc à toute l'ESG, et en particulier, par exemple, donc on n'investit pas, de même que pour le climat, on n'investit pas donc dans tout ce qui est industrie extractive. De même, on n'investit pas, par exemple, dans des entreprises sur le tabac. Et puis, on a aussi une responsabilité donc en termes de vote pour la détention que nous avons. Et même, on va un tout petit peu plus loin, puisqu'on fait très attention aussi dans notre politique actionnariale de vote à la rémunération des dirigeants des entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Pour terminer, ça va concerner tout le monde, évidemment, la question que je vais vous poser, Hervé Gonsard, mais elle concerne bien sûr en priorité peut-être les entrepreneurs en situation de précarité. Comment est-ce que vous voyez évoluer la conjoncture? C'est aussi un de vos métiers, évidemment, à la Banque de France. Oui. Dans les mois, les années qui viennent, parlez-nous un peu de ce qui nous attend. Alors en particulier, ce qui est au cœur, évidemment, du métier des banques centrales, c'est la lutte contre l'inflation. C'est vraiment notre premier métier. Et de ce point de vue-là, comme vous le savez, la première préoccupation des Français, on le voit bien, c'est pas la sécurité, c'est pas l'immigration, bien que ça en fasse partie, c'est le pouvoir d'achat et l'inflation. Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer que lorsque François Villeroy de Galhau a dit, alors qu'on était au pic de 7,2% d'inflation, il n'y a pas si longtemps, en février 2023, et il a dit « Nous serons revenus en 2025 à 2% d'inflation », je peux vous dire que quand on en parlait, il y avait pas mal de gens qui rigolaient, et on nous disait en plus non seulement vous n'allez pas réussir, mais vous augmentez les taux très rapidement, comme c'était jamais arrivé auparavant, de 450 points de base, et là, je vous assure que vous allez tuer la croissance et même aboutir à une récession. Le résultat, c'est que finalement, on est en train, grâce à évidemment l'évolution des marchés de matières premières, alimentaires, pétrole, etc., mais lié aussi sur tout le sous-jacent à l'activité de la politique monétaire, on est en train de gagner la bataille contre l'inflation. Et on voit qu'on était à 2,4 en avril 2024, contre, je rappelle, 7,2 en février 2023. Et on a réussi, parallèlement, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de récession. 0,9% l'année dernière, 0,8% cette année. Et avec, vraisemblablement, évidemment, ce n'est pas mon rôle de parler de politique monétaire, seul François Villeroy de Galhau peut en parler en France, mais vraisemblablement, des taux d'intérêt un peu moins importants, et puis cette diminution de l'inflation, on va regagner de la croissance, et notre prévision, c'est que nous aurons une croissance d'1,5% dès l'an prochain, 2025, et d'1,7% en 2026. On ne pouvait pas, évidemment, vous avoir autour de cette table et pas vous poser la question. Merci beaucoup, Merci à vous. Hervé Gonsard. Merci aussi à vous, Jérôme Marchand-Harvier et Christophe Jeanter. Je vais vous libérer et puis on va passer à un moment un peu plus conclusif, puisque le temps tourne. Je vais appeler Dominique Mahé à nous rejoindre, président de France Active Garantie, qui va nous faire un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui et sur peut-être ce qui s'est dit. Maya Attig, en quelques mots aussi pour refermer cette table ronde, les enjeux principaux que vous dégagez de ce qui s'est dit. Oui. Moi, je retiens qu'il y a une envie collective très forte, à la fois, vous le disiez, chez dans toutes les fractions de la population active, et même les gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui, et puis des gens qui sont en études. Donc il y a cette envie d'entreprendre, et il y a des moyens humains, des moyens de structure publiques, privées, associatives, des moyens financiers qui sont en France, qui existent, qui sont à disposition pour remplir cette envie. Donc en fait, comment on fait pour que tout ça se rencontre ? Donc ça, je retiens que chacun fait beaucoup pour que ces envies se concrétisent. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et je crois qu'on raisonne souvent en disant « Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'argent ». En fait, il y a de l'argent, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des circuits pour le faire circuler. Ça, c'est très important de se le dire. Il y a, encore une fois, des fonds publics, des fonds privés et des tuyaux et des personnes pour aider à ce que ce soit bien employé. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose que je retiens, c'est l'importance de la formation et de l'information
tout au long de sa vie professionnelle. Parce que le contexte change, parce que avec les enjeux environnementaux ou des enjeux numériques nouveaux, finalement dans tous les secteurs, il va falloir se demander comment on s'en saisit. Et donc là encore sur la formation, il va falloir à la fois dégager le temps des uns et des autres pour y accéder, et puis dégager aussi le temps pour se dire comment de votre café-théâtre, madame, à la plus grande entreprise, finalement, comment on va faire pour y aller positivement. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut se donner beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de temps d'échange collectif. Voilà. Donc je retiens beaucoup de solutions, finalement. Merci beaucoup, Maya Hatzig. Dominique Mahé, bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le président de France Active Garantie. Homme heureux ce soir après l'Assemblée Générale qui a acté l'augmentation du capital de FAG. Comment est-ce que ça va se traduire concrètement dans vos actions au soutien des entrepreneurs? Je suis un homme heureux. Je ne sais plus qui chantait ça, mais en vous voyant, je le ressens. Oui, un homme très heureux, parce que William Scheller, merci beaucoup, merci Maya, merci, tout à fait. Moi, je pense que ce n'est pas inutile, dans un premier temps, de rappeler ce qui est la raison d'être de France Active Garantie, ce qui constitue son action. C'est d'abord, évidemment, de protéger l'entrepreneur dans son parcours. Ça veut dire quoi? Au départ, ça veut dire de bien cerner ses besoins, d'identifier ses besoins, de l'orienter vers la banque et puis de lui proposer une caution, une garantie bancaire. Cette garantie bancaire, elle peut aller dans les situations les plus précaires, les plus fragiles, jusqu'à la couverture de 80% de son prêt. C'est quelque chose qui est pour l'entrepreneur inespéré, je dirais. Et je dis bien qu'il s'agit des situations les plus précaires. Tout à l'heure, il a été question d'un programme que le ministère du Travail avait lancé en 2021, Insertion par le travail indépendant. Évidemment, France Active et France Active Garantie particulièrement se sont inscrits dans ce programme. Et aujourd'hui, le bilan que l'on fait, c'est que 3 ans après, ou un peu plus de 3 ans après, on a ainsi pu accompagner plus de 5000 entrepreneurs, essentiellement dans les quartiers les plus précaires, dans les zones de revitalisation rurale. On est bien sur un programme qui vise effectivement ces populations les plus précaires. Nous, ce programme, à France Active, on lui a donné une appellation interne. On l'appelle Accès Plus. Et le terme a été prononcé, je crois, tout à l'heure. Accès pour accès au financement, accès à la garantie. Et le plus, c'est quoi? Et on s'est dit que finalement, l'occasion de ce programme était belle d'aller plus loin dans notre accompagnement, d'être plus exigeant dans notre accompagnement. Le financement, ça ne suffit pas. La couverture du prêt, ça ne suffit pas. L'entrepreneur, il doit aussi s'interroger sur sa gestion financière. Et donc, nous avons lancé sur 4 thématiques, à partir d'outils qui s'appellent webinaires, qui s'appellent ateliers, peu importe, un accompagnement plus global, je dirais plus holistique quelque part, sur la pédagogie financière, sur la protection de l'entrepreneur, comment je m'assure, ma couverture sociale, la prévoyance, sur la sécurité de mon activité, l'assurance tout bêtement, sur des thématiques telles que le numérique, sur une thématique qui nous est chère et qui fonde finalement notre stratégie entrepreneur engagé. Ce sont les 5 piliers de notre engagement. C'est quoi les 5 piliers de notre engagement? 1, c'est l'emploi, le territoire, évidemment. C'est le lien social, l'impact social que représente ce que nous faisons. C'est l'écologie. Et c'est, je dirais, je ne me souviens plus du 5e, mais ça va venir. C'est la gouvernance. C'est la gouvernance, effectivement. Gouvernance axée davantage sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire, au plan de la lucrativité limitée, de la démocratie interne, etc. Donc, ce programme Accès Plus, c'est pour nous, incontestablement, un beau succès. Et après 3 ans, le constat que l'on fait sur ces plus de 5000 entrepreneurs accompagnés
près de 90%. On connaît le seuil critique des 3 ans pour les entreprises. Est-ce qu'on va en deçà? Est-ce qu'on va en delà? On est à 90% aujourd'hui d'entreprises qui continuent, 1, à vivre et 2, espérons-le, à se développer, ce qui est assez sensiblement supérieur aux moyennes que l'on peut observer au plan national. Presque 10 points, non? Ou c'est quelque chose de... 15 ou 20 points. C'est 15-20 points de différence, ouais. Et ça veut dire, comme il y était dit tout à l'heure, que quand l'accompagnement est clairement pris en compte et suivi, eh bien, c'est le gage, effectivement, pour l'entrepreneur de la vitalité, finalement, de son entreprise. Bon, il y a de l'espoir. On a interrogé nos entrepreneurs, je vais jusqu'au bout, en leur demandant, finalement, satisfait, pas satisfait. Et là aussi... on est un petit peu fiers, en tout cas on est très satisfait de constater que 90% d'entre eux nous disent « ouais, avec la couverture du financement, avec l'accompagnement que vous nous avez apporté, notre entreprise, elle vit bien, elle vit tellement bien que, et là aussi on a chiffré, il y a plus de 6300 emplois stables qui ont été créés par ce dispositif par nos 5000 entrepreneurs. Vous voulez que je vous le dise en direct aussi, moi, en tant que porteur de projet, qui a bénéficié aussi de France Active? Quel plus beau témoignage. Merci beaucoup, Dominique Mahé. Merci aussi à vous, Maya Attig. Et puis merci à l'ensemble des participants. Et merci aux équipes de France Active qui sont présentes dans la salle. La vraie vie... Je veux dire, la vraie vie de France Active, elle est bien sûr au sein de l'association nationale, c'est une évidente. Je regarde Denis, je regarde Fanny, mais elle est aussi, d'abord et avant tout, pour les entrepreneurs, dans les territoires, dans les associations territoriales, 3000 bénévoles, 3000 militants, 900 salariés, c'est ça aussi qui fait la vraie vie de France Active. Merci à vous qui avez suivi nos échanges. Ici à la Fédération bancaire française et puis à distance sur le compte LinkedIn de France Active. Le mot de la fin maintenant, il revient au président de France Active naturellement, Pierre-René Lemas. Je ne savais pas où je me mettais. D'abord, mon premier mot, c'est pour remercier le président Damias et remercier toutes les équipes de la FBF pour leur soutien. Vraiment, merci à toi de nous accueillir. C'est un bonheur de se retrouver dans cette salle. Et puis merci à l'ensemble de la profession bancaire, parce que c'est quand même très particulier. Sans la profession bancaire, nous, on ne sait pas avancer. Sans l'industrie financière, on ne sait pas avancer. Et donc, j'étais interviewé par une radio l'autre jour qui me disait « Expliquez-moi France Active ». J'ai commencé à expliquer France Active. Et pour lui expliquer que ça allait être compliqué, je lui ai dit « On est un ovni financier ». Pourquoi? Parce que, notamment, on fait du social avec les banques. Alors, on a regardé le social avec les banques. Il y en a même un malicieux à la fin de l'interview qui m'a dit « Mais je croyais que votre ennemi, c'était la finance. » J'ai eu un moment de trouble à titre personnel. Donc, merci à l'ensemble de nos partenaires. À partir du moment où tout le monde s'y met, où on s'y met ensemble, je crois qu'on y arrive. Et à vrai dire, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est ce que Claude Alfandéry, qui est notre fondateur, qui vient de partir à 101 ans, il y a quelques semaines maintenant, nous a légué, c'est-à-dire cette idée qu'on peut assurer le développement, on peut assurer la réponse à une problématique sociale, on peut contribuer à répondre aux problématiques de précarité humaine et sociale en s'appuyant sur la réalité des outils qui sont ceux du monde d'aujourd'hui. Et les outils du monde d'aujourd'hui, c'est les entreprises et c'est l'industrie financière. Et donc, c'est avec eux, grâce à eux, qu'on va réussir à transformer les choses. Et même, je vais vous dire un secret, si Maya m'y autorise, je pense que c'est avec eux et grâce à eux qu'on va les transformer eux-mêmes sur la durée. Merci donc à Maya et à toutes les équipes qui nous accueillent.
Deuxième réflexion, après les débats que nous avons eus dans les tables rondes, et vraiment je remercie tous les participants d'avoir eu la gentillesse d'être là, juste pour rappeler quelque chose, parce que je le rappelle souvent, mais bon, voilà, quand on explique les techniques d'ingénierie financière, on finit par savoir où on en est. Mais quand on explique l'ingénierie financière appliquée au social, j'ai souvent en face de moi des gens qui ouvrent des grands yeux ronds en disant « qu'est-ce que c'est compliqué ?» J'ai géré la Caisse des dépôts quelques années, je peux vous dire qu'il y a des mécaniques financiers qui ne sont pas d'une simplicité explicable en 2 minutes. Mais ça va bien. Tandis que dans le social, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, je vais juste rappeler ça. Au fond, il y a une gradation dans notre esprit. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que toutes les entreprises qu'on contribue à créer, au fond, elles entrent dans les circuits normaux du financement par la banque. C'est ça qui nous paraît la vraie réponse d'avenir. C'est pas de créer un isolat, c'est de les intégrer dans le développement économique et donc dans l'utilisation des outils normaux de l'industrie financière. Mais après, si on regarde comment les aider, au fond, il y a 3 types d'outils. Donc j'espère qu'un jour, on arrivera à les rendre complémentaires, mais qui ne se confondent pas. C'est 3 types d'outils. Il y a le microcrédit. Je rends tous les matins un hommage solennel à Younous et à ses successeurs. J'ai beaucoup travaillé en Afrique, je sais à quel point c'est pertinent en Inde et au Burkina Faso, juste avant le coup d'État. J'ai même fait un déplacement exprès au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, pour essayer d'y créer une banque des dépôts, d'une part, ce qui a duré 2 ans, et pour essayer justement de contribuer au développement du microcrédit. Le microcrédit, c'est formidable. C'est une des réponses possibles en France. C'est une des réponses, et nos amis de la DIL, Finansol, y contribuent d'une manière formidable. C'est une des réponses possibles. Après, vous avez une réponse qui est de nature un petit peu différente, au-delà du microcrédit. C'est le prêt gratuit. Ça a pris des noms de toutes sortes. À l'époque où j'étais à la Caisse des dépôts, ça s'appelait les prêts NACRE. Il y a eu les prêts d'honneur. Il y a toujours les prêts d'honneur. Après, c'est des prêts d'honneur, je sais pas quoi, renforcés, formidables, des prêts d'honneur quartier, enfin, ça a plein de noms. Hein. Bon, enfin, en gros, c'est des prêts à taux zéro. Et cette mécanique des prêts à taux zéro, elle est utile, pertinente. Elle permet, au-delà de ce que peut faire le microcrédit, de développer, de donner les moyens. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est très important, de rendre fier. Dans prêt d'honneur, il y a honneur. Il y a je suis reconnu, j'ai des sous et je suis reconnu. Voilà. Et puis, il y a une 3e manière, complémentaire des 2 premières, mais qui ne se confond pas avec les 2 premières. C'est ce que nous faisons, c'est-à-dire les prêts garantis. C'est-à-dire de dire, vous allez dans le circuit bancaire, vous demandez un prêt, et nous, on s'occupe pour l'essentiel de la garantie et de la caution, en lien avec l'établissement financier. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et je me permets de le dire parce que, voilà, je suis amené à le dire tous les ans à peu près aux différents ministres qui interviennent sur l'ensemble de ce champ, et je le fais avec enthousiasme, et j'ai en général une écoute aussi attentive que celle qu'on a naturellement dans un auditorium, comme le disait Maya. Mais c'est 3 choses différentes. Et je ne pense pas qu'il soit pertinent, et je me permets de m'adresser au pouvoir public en remerciant le délégué d'avoir eu la gentillesse de venir avec nous aujourd'hui. Je sais que c'est beaucoup de temps qu'il prend sur un emploi du temps infiniment chargé, mais il n'y a pas une réponse univoque. Le financement des garanties, c'est plus compliqué à expliquer, mais c'est aussi pertinent qu'un prêt à taux zéro ou un mécanisme de microcrédit sur des petites sommes à fort taux d'intérêt. Tout ça est pertinent, complémentaire, et j'espère qu'un jour on arrivera à créer un continuum entre ces outils. Voilà, c'est mon 2e message. Et mon dernier message, c'est rien ne se fait sans coopération. Voilà, c'est la leçon que je tire de Claude Alfandéry. Rien ne se fait sans coopération. Coopération au niveau territorial. Nos directions et nos associations territoriales, au fond, connaissent par cœur l'ensemble de leurs interlocuteurs, les directions régionales de la Caisse des dépôts, les directions régionales, on dit maintenant de la Banque des territoires. Mais moi, j'aime bien dire la Caisse des dépôts, mais parce que
Oui, j'ai pris de l'âge. Et puis, de BPI France, les directions régionales de BPI France, vous les voyez tout le temps au niveau régional. Les banques, elles sont souvent à vos... je m'adresse aux présidents d'associations territoriales, elles sont dans vos conseils d'administration. Si elles n'y sont pas, elles sont souvent dans vos comités d'engagement. Vous les voyez tout le temps. On est en symbiose, en partenariat tout le temps. Et puis tous les autres partenaires économiques locaux que nous essayons de réunir dans ce qu'on appelle, nous, les clubs alfandéris, syndicalistes, autres associations, collectivités locales, intervenants économiques. Voilà, je pense que personne n'est propriétaire de rien et que c'est la coopération. Et la coopération d'abord au niveau territorial qui est la clé de tout. Voilà. Et je regarde d'émettre nos amis de la Banque de France qui sont toujours disponibles, notamment sur la formation. Et je me suis permis d'en remercier le gouverneur la dernière fois que je l'ai rencontré, notamment sur la formation, qui est un point majeur. Voilà, rien ne peut se faire sans la coopération. Et la clé de tout ça, c'est que, après tout, la réussite de l'entrepreneuriat, alors l'entrepreneuriat au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire ceux qui sont éloignés de l'activité, ceux qui sont éloignés de l'emploi, ceux qui sont en galère, ceux qui sont au chômage depuis 10 ans, ceux qui sont au RSA après parfois avoir été au RMI. Nous, le public auquel on s'adresse, c'est ce public-là prioritairement. Et c'est ceux qui sont le plus en galère dans les endroits où on est le plus en galère, dans les quartiers en difficulté et dans les zones rurales en difficulté. 30% en gros de notre clientèle, entre guillemets, de ceux auprès de qui on intervient. Donc c'est quand même un public très particulier, très loin de tout. C'est un public sur lequel, très souvent, il n'y a pas de conjoint qui soit en situation de donner un coup de main. C'est souvent des familles monoparentales, pas toujours. C'est souvent des gamins qui ont commis des bêtises dans leur vie et qui ont connu aussi des épisodes pénibles devant une chambre du tribunal correctionnel de leur département préféré et qui ont réussi à s'en sortir. C'est des gamins ou des plus âgés qui ne savent plus où ils en sont, qui sont complètement perdus, mais qui ont une idée. Alors, c'est pas la high-tech, hein. C'est pas la biotech. C'est pas, je sais plus qu'on appelle ça, la tech des objets. Vous savez, tout est tech maintenant. C'est pas, comment dirais-je, il y a Choose France, il y a l'IA, et puis il y a Choose les pauvres, quoi. Et aidons-les à créer leur entreprise. Et pour ça, on le fait avec qui? Avec vous, voilà. Et quand je dis avec vous, je salue l'ensemble de la profession de l'industrie financière, mais je veux saluer aussi très, très, très fortement l'État, parce qu'on ne ferait rien sans l'État. Ça a été dit tout à l'heure par Dominique, on ne ferait rien. Le fonds de cohésion sociale, pour nous, c'est essentiel. Je salue la présidente, je salue, je ne sais plus si je dois dire la présidente, elle va me gronder, du comité d'orientation du fonds de cohésion sociale. J'espère que Bercy vous écoute. Quand vous avez dit 40 millions d'euros, j'ai eu un moment de bonheur pur, quoi. Je me suis dit, tiens, voilà. Donc rien ne pourrait se faire sans l'État, rien ne pourrait se faire sans les régions, parce que 1 euro de l'État, c'est 1 euro de la région, hein. À chaque fois, nous, on arrive à faire cet effet de financement conjoint. 1 euro de l'État égale un financement de la région, et l'effet levier de tout ça est de 7. Donc, on arrive à faire des choses. Et j'ajoute, parce que par les temps qui courent, au fond, je me demande si c'est pas un peu dans l'actualité, rien ne se fait non plus sans l'Europe. Car si on n'avait pas la bienveillance de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement qui nous contre-garantit, si on n'était pas baqué comme ça par l'Europe, on aurait du mal à avancer. Et donc l'Europe est aussi pour nous, pour ce public, et pour la création de l'entreprise, un collaborateur, mon Dieu, je vais me mettre par terre, je considérais que je me suis mis de la cendre sur les cheveux, est un partenaire absolument, absolument essentiel. Voilà, dans les jours qui viennent, on va, grâce à Maya et grâce au président Namias, on va publier une tribune pour expliquer que, au fond, une des réponses à la précarité, c'est le financement et le crédit. Tribune pour attirer l'attention
du public, des pouvoirs publics, voilà, qui va sortir dans quelques jours. Je voulais d'abord en remercier nos deux présidents, en remercier Maya et le président Namias. C'est un peu rare, hein, des acteurs sociaux et les banques qui sortent une tribune ensemble, mais c'est parce qu'on dit la même chose, voilà. Donc merci à tous. Elle est disponible en avant-première, avant qu'elle ne sorte dans un grand quotidien économique bien connu. Merci à vous, merci de votre accueil, chère Maya. Pardon. Et merci aux équipes qui ont organisé cette formidable journée. Et si vous m'autorisez un petit clin d'œil, elle me comprendra et beaucoup de gens au sein de France Active vont comprendre, parce que elle est là depuis si longtemps et elle est notre cheville ouvrière, mais elle va bientôt aller vers d'autres horizons. Je fais un petit au revoir à Marion.